Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 3 août 2024. Alors, on va parler des marchés, évidemment, qui sont dans le rouge, et puis des chiffres américains notamment qui ont plombé un peu tous les résultats, qui étaient déjà pas terribles, et qui ont accentué un peu cet effet de panique dû à une possible récession, et on va reparler avec Jérôme Powell qui continue à ne rien faire et qui met un peu toute l'économie en PLS. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le problème de Jérôme Powell, c'était toujours d'avoir l'objectif de 2% d'inflation avant de baisser les taux, mais le problème, et on l'a répété ici, et il est peut-être le seul à pas le savoir visiblement parce qu'il fait n'importe quoi depuis des mois, c'est que l'économie, elle met des mois. C'est comme un train de marchandises ou un paquebot hein, avant de changer de cap. Et donc les mesures qu'on fait maintenant, elles vont se répercuter et vont avoir un effet dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, pas avant. Donc évidemment, le fait de retarder en permanence la baisse des taux, ça met la pression sur l'économie qui, malgré une inflation, commençait déjà à ralentir. Et aujourd'hui, hier, vendredi, on a eu les chiffres sur l'emploi américain notamment qui n'étaient pas terribles avec pas mal de hausses de demandeurs d'emploi et surtout le chômage, hein, le chômage qui augmente aux États-Unis et puis les signes d'une récession peut-être qui arrivent. Parce que toujours Powell n'aide pas, hein, on n'a pas cette aide de la part des banques centrales pour relancer un peu et stimuler l'économie. On l'a toujours pas, on l'aura peut-être en septembre, mais déjà septembre, ça veut dire que ça va encore reculer l'effet pour l'économie réelle, pour les entreprises, le fait qu'elles se désendettent, qu'elles fassent des investissements, que ça se répercute sur les entreprises, que ça se répercute sur les ménages, ça va encore mettre extrêmement longtemps. Donc on est déjà en retard et c'est ça que le marché commence à jouer et à se rendre compte, c'est que comme d'habitude. Les banquiers centraux font un peu n'importe quoi et ont du retard, malgré les demandes hein, des entreprises en particulier. Donc, la bourse va plutôt mal. On a eu des profit warnings dus à ces chiffres mauvais, d'un début de récession peut-être, on verra. Là, la croissance, on la connaît pas encore. Mais là, on a certaines entreprises, et Intel, c'est un peu le symbole. Intel avec sa vague de licenciements, euh, on le voit ici, elle perd 26% en une journée, plus d'un quart de la capitalisation d'une boîte comme Intel en une journée. C'est énorme évidemment. Alors, on avait fait un beau retour parce que la tech marchait bien, on a eu des prises de bénéfices. Intel elle était un peu moins bien que les autres, hein, contrairement aux autres qui étaient plutôt sur leur plus haut dernièrement. Elle avait commencé à baisser au début de l'année. Mais on avait trouvé un support intéressant ici cet été autour des 30. Et puis là, finalement, le coup de grâce, on le voit avec le gap, moins 26%. Et c'est un peu pareil sur toutes les techs. Alors sur certaines, c'est pas catastrophique parce qu'on était monté énormément vite et haut. Donc il y avait des prises de bénéfices. Mais sur d'autres, ça peut commencer à être intéressant. On le voit sur ASML, on peut le regarder aussi sur ARM, qui est une valeur étalon aussi. Pour l'instant, c'est pas encore catastrophique, mais on voit qu'elle a quasiment tout perdu ce qu'elle a gagné, notamment ici sur ses résultats du 8 février. Hein. C'était, je sais pas si c'est le premier ou deuxième résultat qu'elle avait annoncé après l'introduction en bourse en septembre 2023. Ici, elle avait complètement explosé. Et ben, on revient presque sur ces niveaux-là, hein, autour des 113 dollars. Donc la valorisation, elle aussi, qui diminue de plus de 50% en quelques jours. Exactement, elle diminue de 39%. J'exagère un peu. Mais on voit qu'il y a quand même des grosses corrections qui se mettent en place un peu partout, avec dans cette optique d'une économie qui va peut-être être au ralenti et qui va avoir un coup de retard avec les aides qui vont arriver un peu trop tard de la part des banques centrales. Donc là, c'est un peu embêtant. Et puis, il y a très peu de secteurs finalement. Alors, on en a parlé il y a quelques jours notamment. On pense au secteur de la santé, on pense au secteur de la guerre, qui peuvent ne pas être trop impactés par ce ralentissement. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et puis, les autres, ils vont avoir un peu plus de mal. Alors, la tech, elle a probablement toujours un certain rebond, une certaine résilience à avoir. Maintenant, la question, ça va être jusqu'où elle va purger
jusqu'où on va prendre ses bénéfices, jusqu'où on va dégager un peu la tech au plus bas avant de repartir. Parce que là, on voit qu'on est quand même, on fait pas les choses à moitié sur des valeurs qui étaient quand même largement haussières et bien positives. Sur ASML, c'est pareil. Alors, je l'ai pas, on va regarder ASML qui est aux Pays-Bas. Hein. C'est pareil, on était à 1021 au plus haut, on se retrouve ici à 735, on perd plus d'un quart. Alors, c'est pas en une journée, c'est en quelques semaines, mais quand même, la chute, elle est impressionnante. Hein, et on repart sous la moyenne à 200. C'est quand même assez moyen. Et puis, concernant les 7 magnifiques, on le voit hein, avec Alphabet, c'est moins important sur les grosses techs. Sur Amazon, c'est quand même, ça a été sévère. Hein. On a eu des résultats, alors qu'on était un peu rachetés quand même durant la séance, mais on perd 10% sur des résultats. Mais surtout, sur Amazon, elle a annoncé pourtant des bons chiffres, mais elle a annoncé encore des investissements très importants dans l'IA. Et c'est ça qui fait peur un peu au marché. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec le marché parce que je pense que l'investissement et peut-être le surinvestissement dans l'IA, il va être bénéfique ces prochains mois et ces prochaines années. Ça va permettre aux leaders de garder leur place de leader et puis de développer encore des technologies qui leur permettront d'être toujours au-dessus de la masse. Donc pour Alphabet, Amazon, pour Google, Microsoft, etc., Facebook, Meta Platforms, c'est presque une obligation de se surinvestir dans l'IA et je pense que ce sera un choix gagnant plus tard. Maintenant, le marché le voit actuellement comme peut-être un peu des achats un peu trop onéreux, des investissements un peu trop onéreux qui vont limiter le court terme. Mais dans une optique un peu plus longue, ça me semble quand même une stratégie intéressante, mais on voit que le marché le sanctionne. Euh, et enfin, on va pas tous les faire, mais on voit que tous ces secteurs-là sont quand même bien impactés. Regardez Airbnb, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Airbnb, ils viennent de sortir de leur canal haussier Airbnb. Hein. Depuis un moment, ils étaient ici toujours dans leur canal. Alors, il avait déjà un peu enfoncé ici au début de l'année 2023, donc il y a un an et demi. Là, c'est quand même un gros signe de faiblesse et on le voit hein, un peu partout. Ce qui serait bien, c'est de repartir parce que sans paniquer, c'est souvent dans ces périodes-là où on est un peu dans le bas, où il y a du rouge partout. Qu'on atteint finalement les plus bas et qu'on va se relancer. Maintenant, le plus bas, je ne sais pas s'il a lieu aujourd'hui ou s'il va peut-être encore durer pendant une semaine, 2 semaines et potentiellement c'est encore 3, 5, 10, 20% qui peuvent partir sur les actions. C'est pour ça qu'il faut peut-être se désengager une partie. Moi, j'ai eu pas mal de stops hein, qui sont partis ces derniers jours avec quelques pertes quand même parce que la correction elle est assez importante et il faut éviter d'accompagner le marché comme ça trop bas quand on va vers le bas. On va regarder quelques autres. Ah oui, Ford. Donc le secteur auto, on en avait parlé, un secteur auto sur support un peu qui a lâché ses supports un peu partout et Ford qui faisait partie des bons élèves parce que lui il était sur support mais il était parti juste avant. Quand tout le monde était quasiment sur support, Ford ils sont partis et ils sont allés chercher leur résistance. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les supports de la plupart des autres constructeurs auto ont lâché, tout est parti vers le bas et Ford ils sont revenus, gap baissier, et ils ont lâché aussi leur support, ici on le voit à 11,8 pour finir à 10, donc c'est un sell-off un peu général hein, sur le secteur auto, équipementier auto aussi, il faut faire attention. Et même les bons élèves sont impactés, donc ça nous met quand même des secteurs sous pression et pas forcément intéressant de rentrer maintenant. SMC, c'est pareil, ils ont fait une progression monstrueuse il y a quelques semaines, plus de 250%, on le voit. Et finalement, on revient aussi, on rend tout, donc le marché a décidé de tout vendre. Et même Eli Lilly hein, dans le secteur de la santé. Alors, la santé, moi c'est un des rares secteurs que je trouve encore plutôt intéressant. Hein. On le voit, on n'est même pas sur la moyenne à 200 sur Eli Lilly. Alors, il y a eu, notamment avec les Roche, qui avait annoncé un médicament un peu pareil que celui d'Eli Lilly. Hein. Il y a Eli Lilly et Novo Nordisk. Alors, je sais plus qui a il y a Wegovy, Zepbound.
Il y en a un troisième aussi qui permet de baisser le poids, hein, puis de lutter contre le poids, l'obésité, éventuellement les AVC. Donc c'est toujours un marché super porteur, ce sera intéressant. Mais là aussi, on voit que ces dernières semaines, il y a des ventes, il y a des prises de bénéfices, il y a des flux qui se retirent. Même parmi les stars, hein, les superstars du marché, même si ça reste encore aussi et toujours intéressant à ce stade, on a quand même des grosses baisses de bénéfices, de grosses prises de bénéfices, des baisses du marché, hein, de l'ordre de 15% ici. Donc plutôt un moment intéressant à laisser passer, peut-être si on n'est pas déjà sorti, parce que la chute elle est importante. Et à surveiller les signes de reprise sur les marchés les plus porteurs, hein, peut-être santé et guerre. Et puis Walmart, oui, on va finir avec Walmart avant de voir les autres marchés aux États-Unis. C'est un peu le dernier canari à regarder, hein, pour la santé économique, notamment c'est les supermarchés aux États-Unis. Toujours haussier Walmart, une superbe progression, mais ça commence à s'infléchir là ces derniers jours. Est-ce que c'est le début de la consolidation, hein, sur Walmart? Certainement, avec les derniers chiffres qui sont tombés. Je pense que la consommation aux États-Unis va aussi commencer à se tasser un petit peu. Donc Walmart, ils vont certainement commencer à avoir leur cours un peu se réajuster, peut-être pour combler le gap ici. Et plus tard, on verra sur un changement de pas de dynamisme, mais d'état d'esprit un peu du marché, peut-être dans quelques semaines à la rentrée, si la reprise peut avoir lieu ou pas. Mais là, on est un peu plombé à la fois, hein, par les résultats avec beaucoup de profit warning, hein, sur plein d'entreprises, et puis les chiffres macroéconomiques qui annoncent un peu le pire. Donc ça, c'est pour le bloc USA. On est un peu pareil au bloc européen, chinois. Je voulais juste faire un petit point sur le Japon. Et on va voir que le Nikkei aussi, alors le Nikkei, on le voit beaucoup plus fort que nos marchés européens notamment. Il ressemblerait presque au Nasdaq. On a une belle progression, hein, sur le Nikkei, mais ces derniers jours aussi, on a vendu fortement. Depuis le plus haut ici, hein, du 10 juillet. Avec des grosses baisses encore ces derniers jours. On revient tester un peu la moyenne à 200. On a un beau support sur les 33 700 qu'on pourra retrouver, mais là aussi beaucoup de ventes. Alors moi je surveillais Daikin notamment. Daikin, on le voit, ça a cassé un peu vers le bas, donc pas forcément le meilleur des moments. Et sur plein de valeurs, on le voit, tout est rouge, hein. Mitsubishi aussi, plein de valeurs japonaises sont plutôt à oublier. Mais il y a toujours la santé qui pourrait être un des marchais porteurs ces prochaines semaines. Et on le voit notamment, alors Chugai, j'en avais un peu parlé, ils sont partis malheureusement ici, hein, je le surveillais, mais j'en ai pas trop parlé quand ils étaient sur support. On a eu un beau rebond. Ce qu'on peut surveiller maintenant, c'est Takeda, hein, Takeda Pharmaceutical, qui sont intéressants. Pourquoi? On le voit. Ils ont déjà fait leur grosse baisse ici, 2021-2022. Le rebond technique, la figure en 2023-2024, le support des 13, et puis la congestion qui est en train de se mettre en place. Et surtout, ici, regardez les volumes. Les volumes ces dernières semaines qui sont soutenus, qui sont constants, et qui sont à l'achat, pour peut-être aller casser l'oblique, construire un peu, chercher la résistance à 15, et puis nous relancer quelque chose entre les 15 et les 18. Donc là, on peut peut-être jouer le marché japonais. Il y a toujours l'Inde aussi qui est intéressante, mais le marché japonais avec la santé, et notamment Takeda Pharmaceutical, qui me semble plutôt intéressant et qui donne quand même des signaux très forts dans un marché dégradé et un marché un peu compliqué pour tout le monde. Et puis rapidement, on va faire le CAC 40. Alors sur le CAC, évidemment, hein, ça décroche vers le bas. Toujours dans le canal baissier ici. Donc on oublie la phase de congestion ici, hein. On a cassé vers le bas. On est toujours dans notre canal baissier. Il faudra une belle réaction pour s'en sortir, mais a priori, ça sera que du rebond technique, parce que là, la tendance, elle est quand même bien mise vers une correction sur toutes les valeurs. Et on va regarder notamment les grosses pondérations, à savoir le luxe avec
LVMH qui avait ce premier support, les 642, qui l'a cassé. Ici, aujourd'hui. Donc signal négatif. A priori, ce sera le support suivant, celui des 577, qui pourra permettre à LVMH de repartir. Parce que investir maintenant, c'est quand même super risqué et on a des signaux très négatifs en cassant ce support intermédiaire. Donc il faudra plutôt attendre le luxe un peu plus bas et LVMH ici. Sur Hermès, alors Hermès un peu plus fort, mais ça décroche aussi. On avait un canal baissier, on casse même ce canal baissier, on casse le support des 2014. Donc là aussi, on envoie quoi comme signal? On envoie des ventes, on envoie qu'on veut plus être sur le marché, qu'on joue plus la relance, on joue la baisse partout. Et puis sur LVMH, sur Hermès, pardon, c'est le gap à 1825. Ici, peut-être à la rentrée qu'il faudra jouer avant un début de rebond. Alors ça peut changer de sens et de tendance assez vite. C'est pour ça qu'il faut pas le jouer comme ça, fermer le PC et puis revenir en septembre, parce qu'on peut avoir des événements qui font que le marché se relance. Mais a priori, quand on a quand même ces cassures-là, ces signaux-là, on va initier une tendance relativement forte, relativement longue, à la baisse vers des supports, les supports qui sont en dessous les plus proches, donc ceux-là, hein, 1825 pour Hermès. Et puis un petit point sur Total. Ils sont ici. Total, ça résiste. Donc pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal parce que les 60, on avait méché dessus ici le 25 juillet. Alors là, on casse un peu la moyenne à 200, mais on est toujours au-dessus du support. On est toujours en phase de conso. On est toujours plutôt sur cette phase un peu de congestion logique et normale dans un canal haussier après une belle poussée. Donc une poussée, une congestion, une poussée, une congestion. Et puis on repart à chaque fois vers le haut. Donc sur Total, pour l'instant, c'est plutôt correct quand même. Alors si on a, c'est sûr, une récession et puis une demande qui va s'affaiblir, Total, ils auront peut-être du mal. Mais on sait que le prix du Brent s'ajuste quand même plutôt assez haut pour permettre, même en cas de baisse de la demande, d'avoir un pétrole cher. Et donc les pétrolières et parapétrolières s'en sortent quand même toujours plutôt bien hein, dernièrement. Donc sur Total, en plus avec ces investissements dans l'hydrogène et puis dans le bas carbone, hein, dans les énergies renouvelables, ça leur fait une corde en plus à leur arc et ça leur permet de surperformer un peu tout. Donc, et puis par rapport aux grandes majors américaines, elles sont toujours un peu sous-cotées, donc éventuellement un possible rattrapage de la part des investisseurs qui voient les PER un peu élevés sur les Chevron, Exxon, etc., hein, les grosses pétrolières américaines. Peut-être se remettre sur des européennes et des françaises qui sont un peu moins valorisées et qui mériteraient de l'être un peu mieux, dont Total, pour l'instant, dans un marché assez dur. Finalement, la consolidation, elle est pas catastrophique, elle est plutôt même encore plutôt saine et logique à ce stade. Et on va finir avec les matières premières, justement, le Brent, on le voit. L'année 2024, on l'avait dit, hein, c'est le range entre le 90 et 70. Il se passe rien. Il y a toujours des petits mouvements. Hein. Quand on arrive en haut, ben, on dépasse pas les 90. On parle même plus des 100. Quand on revient sur les 70, on rebondit. Donc c'est ça hein, depuis le début de l'année et même avant. Il faudra un changement peut-être des pays producteurs ou une grosse chute dans la demande d'énergie fossile notamment mondiale à la hausse ou à la baisse pour changer cet état de fait. Mais là on a déjà fait plus de la moitié de l'année et puis on se maintient sur des niveaux médians autour de 80 $ le Brent. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Le cacao qui tient quand même plutôt bien hein, à le voir ici le cacao qui a fait un premier rebond technique et puis un deuxième. Alors on a quand même une moyennisation, je sais pas si ça se dit, un retour à la moyenne un peu du prix qui est en train de s'ajuster ici, mais il n'y a pas de grosses baisses pour le moment, alors qu'on a eu une part de spéculation et puis une part qui était due aux baisses de production dues aux conditions climatiques compliquées sur le cacao.
Moi, je le trouve assez cher, le prix, et peut-être un peu trop encore, un peu trop élevé par rapport à la production de cette année qui va arriver et qui n'a pas été aussi impactée que l'année dernière. Donc, je pense qu'on aura certainement un retour assez fort vers le bas sur le cacao, donc plutôt faire attention. C'est mon scénario. Je pense pas qu'on ira dépasser à nouveau les 10-11 ou sur le futur, hein, les 10 000 sur cette matière première. Le cuivre, on est en train de jouer ici le support, hein, qui avait permis de casser un peu fin d'année 2023 et puis la moyenne à 200. Ça met un peu de temps, mais on voit qu'il y a une belle réaction quand même sur le cuivre. On n'est pas loin de signifier le changement de tendance ici, et puis on le voit souvent en surachat, hein, au-dessus des 70. On est revenu frôler les 30. Donc a priori, cette petite phase de congestion ici, avant de recasser, de relancer une belle tendance, je pense, sur le cuivre. J'en ai parlé souvent dans le dossier cuivre aussi, donc largement favorable, je pense, pour ce métal. Les matières agricoles qui ont un peu plus de mal, notamment le blé. Non, ça c'est pas le blé. Quand c'est le maïs. Le maïs, on est baissier, hein, depuis ici, 432. On le voit depuis le 28 juin. Hop, on casse. Donc on initie quand même une grosse baisse, hein, sur le maïs. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, à part jouer la baisse depuis cette date-là. Le gaz naturel aussi, hein, qui n'arrive pas à reprendre. On a aussi hop, une baisse depuis le début juillet, hein, sur le gaz naturel. Palladium, c'est toujours un peu tôt, mais on voit que la baisse du prix du palladium commence à ne plus trop avoir lieu, hein. On commence à confirmer le support. Et on va plutôt bientôt pouvoir peut-être jouer le palladium à la hausse. Alors il faut attendre parce que ça met du temps, mais peut-être à la rentrée, hein, quand on aura cassé une nouvelle fois la moyenne à 200, qu'on l'aura aplati, qu'on sera ici septembre-octobre, ça pourrait être intéressant. Le platine, qui met un peu plus de temps que prévu, mais qui a mis les étapes quand même, hein, notamment ici, notamment au mois d'avril. Il a signifié la hausse avec cette premier impact à 1119. Derrière, on fait le pullback, on accumule et puis on va certainement repartir. Donc le platine, là aussi, c'est un métal qui devrait performer en cette fin d'année 2024. Et on voit que dès qu'on baisse, hein, c'est des opportunités de rachat à chaque fois, hein, sur le platine. On le voit ici au mois de février, avril 2024 et puis dernièrement, hein, le mois de juillet, on a fait quelques jours sous la moyenne à 200. On est racheté assez rapidement. Et puis l'or qui a fait des plus hauts. Et là aussi, ce qu'on voit, c'est la force du rachat, hein, de l'or. Même quand on tape des plus hauts, on commence à consolider, on est racheté assez rapidement. Ça va pas durer éternellement, mais probablement, on l'avait dit fin 2023, qu'on arrive quasiment toute l'année 2024 qui devrait être intéressante. Donc là, on est qu'à la moitié, on vient de dépasser la moitié, on est au mois d'août. Donc potentiellement toujours aller dépasser un peu les 2005, 2006 sur l'or, c'est largement jouable. D'autant que on a cette période ici depuis le mois d'avril où finalement on est en période un peu de latéralisation et de digestion avant de probablement initier une nouvelle phase de hausse pour viser la fin d'année. L'argent, c'est un peu pareil, un peu moins fort que l'or, l'argent, mais on aura certainement aussi, hein, des nouveaux records au-dessus des 32 pour l'argent. Donc là, on voit aussi il est en phase de pullback, de congestion, et puis avec le retour des moyennes ici, durant le mois de septembre aussi, ça pourrait relancer un peu la machine sur l'argent. Et enfin, le blé. Le blé, j'en avais parlé, un peu surpris qu'il casse les 554 ici, hein, sur le futur. On n'a pas trop perdu depuis, hein, on se maintient, on a quelques mèches basses, on le voit. On est quand même super bas, hein, sur le blé, même avec les tensions qu'on a et
et les crises notamment en Ukraine. J'aurais plutôt tendance à voir quand même une réaction du blé prochainement. Donc ce qu'on peut surveiller, c'est cette zone-là, hein, des 554, parce qu'elle a été extrêmement bien marquée, notamment ici avec le rebond du 26-27 juin, la tentative de rebond du 10-11 juillet, et puis la cassure le 12 juillet, et puis après, à chaque fois, on le voit, hein, on va mêcher dessus. On mèche juste en dessous le 15, on mèche le 19, le 20, le 23, le 24. Ça sert de résistance, donc c'est vraiment la zone clé pour le marché. Donc le jour où on revient au-dessus des 554, on peut peut-être rejouer la hausse, au moins à court terme et dans un esprit technique sur le blé. Puis un petit point sur les cryptos, notamment le Bitcoin, qui a un peu baissé, notamment hier. Moi, je suis toujours haussier sur le Bitcoin, je suis toujours plutôt favorable. Alors, on voit quand même une belle force, hein, sur le Bitcoin et un début de réaction. On a méché sur le support des 60 000, qu'on avait déjà travaillé un petit peu et enfoncé dernièrement, mais c'est quand même une zone qui, on le voit sur le nombre de mèches et le nombre d'impacts et de réactions dessus, qui est validé par le marché. On le voit ici aussi au mois de juin. C'est vraiment, c'est une zone clé, les 60 000, et on a méché dessus aujourd'hui, et surtout, retour ici sur la moyenne à 200. On le voit ici en rose, hein. C'est ces petits pointillés roses qui permettent certainement une réaction, hein, du Bitcoin. Donc, moi, je suis toujours plutôt favorable. On a cette belle période aussi de latéralisation, hein, qui ont permis le retour des moyennes. Et même si on va plus bas, ce sera certainement racheté, hein, sur le marché des cryptos. Donc plutôt intéressant de rester. Et puis d'investir, hein, en crypto ou sur d'autres valeurs comme Marathon par exemple ou d'autres, hein. Il y en a beaucoup. On espère donc une confirmation du support à 60 000 et d'une hausse. Mais là, on voit pas mal de mèches basses, hein, ici sur les 55 000. Et puis dernièrement aussi, il y a plus de phénomènes de rachat. Malgré la vente massive. Alors c'était MTGOX, je crois, qui avait eu des problèmes il y a plusieurs années, et puis qui avait récupéré une partie des bitcoins, qui les avait retransférés à ses clients, et les clients donc qui pouvaient vendre massivement, hein, leurs bitcoins récupérés depuis plusieurs années. Pas tous, parce que une partie avait été perdue, mais le fait que ça ait duré plusieurs années, les bitcoins avaient pris en valeur énormément, donc ça avait compensé la perte, et ça remettait quand même sur le marché beaucoup de bitcoins, probablement à la vente. Donc on voit que malgré ça, on se maintient, donc c'est à dire qu'on a une pression vendeuse, et finalement le cours qui reste plutôt fort et qui ne se dégrade pas. Donc le jour où on aura purgé finalement ces dernières ventes, on pourra espérer, hein, un Bitcoin toujours plus haut et toujours plus haussier au-dessus des 70 000. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On va faire un peu plus long là sur le week-end. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez le marché, quel secteur vous intéresse aussi, avec une période peut-être qui va arriver un peu plus compliquée. Et puis on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!